Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 1er octobre. L'entité sioniste fait près de 70 martyrs au 726e jour de son génocide à Gaza et poursuit ses campagnes de destruction des habitations et de blocage des aides humanitaires, aggravant la situation de famine. Ils avancent doucement mais sûrement. Les navires de la flottille humanitaire globale Somoud sont désormais à quelques encablures des côtes gazaouis et font fi des menaces et intimidations de l'entité sioniste. La contestation populaire redouble d'intensité au Maroc, la répression aussi. Le régime marocain multiplie les bavures et se retrouve épinglé par les défenseurs des droits de l'homme. Et en France, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation demain, faute d'entente avec le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, une manière de maintenir la pression sur le locataire de Matignon. Bonsoir à tous. L'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza se poursuit pour le 726e jour consécutif, faisant des dizaines de martyrs. Ce matin, les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué que les corps de 51 martyrs et 180 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes s'est alourdi à 66 148 martyrs et 168 716 blessés. Depuis ce matin, les bombardements n'ont pas cessé dans toute l'enclave palestinienne, faisant près de 70 martyrs, dont près de 50 rien que dans la ville de Gaza. L'entité sioniste a aussi poursuivi sa campagne de destruction des habitations des Gazaouis, particulièrement dans la ville de Gaza, où la population est sans cesse déplacée. S'ajoute à cela la situation de famine qui s'aggrave à cause du blocus imposé par l'entité sioniste. Même les structures sanitaires ne sont pas épargnées. Ce mercredi, une frappe de l'entité sioniste a touché une tente abritant des Palestiniens déplacés à l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. L'occupation a commis un crime odieux en ciblant une tente pour personnes déplacées à l'intérieur de cet hôpital, blessant plusieurs passants et citoyens déplacés. Présents à l'intérieur, c'est la 15e fois que l'occupation israélienne cible les cours et les toits de l'hôpital. C'est justement pour briser le blocus imposé par l'entité sioniste à Gaza que la flottille humanitaire globale Somoud poursuit son périple malgré les menaces et l'intimidation de l'entité sioniste. Global Somoud Flotilla se trouve désormais à quelques encablures de sa destination finale et nous apprenons à l'instant que cette flottille se fait attaquer par des navires non identifiés au large donc des côtes gazaouis. Je vous propose de suivre ces images en direct justement de l'équipage et des participants de cette flottille humanitaire. Donc je vous le disais, des navires non identifiés seraient en train de se diriger vers les navires donc, de la flottille humanitaire globale Somoud. Ils seraient à moins de 3 miles marins. La flottille a fait face la nuit dernière à une tentative ou plutôt une manœuvre visant à s'approprier nos navires à travers des bateaux de guerre envoyés ici. La direction de la flottille a dit qu'il s'agissait de bateaux israéliens à proximité des navires El Maïsiris. Ces deux bateaux sont les deux pièces principales qui composent la flottille et c'est pourquoi nous avons jeté nos téléphones à l'eau car on pensait qu'on allait être interceptés à ce moment-là.
Ils se sont donné rendez-vous devant le palais de Christiansborg à Copenhague pour dénoncer les crimes commis contre les Palestiniens, mais aussi pour appeler à des sanctions contre l'antitétionniste. Plusieurs manifestants ont tenu un sit-in devant le bâtiment alors que les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne commençaient à arriver pour tenir un sommet et discuter des propositions pour la mise en place d'un mur anti-drone en Europe. Nous exigeons qu'ils prennent au sérieux les discussions sur le droit international, les droits de l'homme, qu'ils imposent des sanctions et isolent Israël parce que c'est un État d'apartheid qui commet un génocide. Je vous en parlais en titre, la situation s'envenime au Maroc où le Marzen a déjà du sang sur les mains après quelques jours seulement de protestations dans la rue. En effet, des morts et des blessés auraient été enregistrés hier soir dans plusieurs villes marocaines parmi des manifestants qui réclamaient pacifiquement la fin de la corruption et de l'oppression lorsque des véhicules de la gendarmerie royale marocaine ont renversé plusieurs personnes ayant pris part au mouvement de contestation à l'image de ce qui s'est passé dans la ville d'Oujda, comme le montrent ces images donc filmées sur place et qui ont circulé massivement sur les réseaux sociaux. Les organisations non gouvernementales telles que l'Association marocaine des droits humains, la Ligue marocaine pour la citoyenneté et les droits de l'homme et la Ligue marocaine pour la défense des droits humains ont condamné l'usage de la force contre des manifestations pacifiques. De son côté, Amnesty International a appelé les autorités marocaines à respecter le droit de manifester et à libérer immédiatement et sans condition toute personne ayant été arrêtée arbitrairement alors qu'elle exerçait son droit de manifester pacifiquement conformément à leurs obligations devant les dispositions du droit international. Et malgré la répression féroce exercée par le régime marocain, la mobilisation populaire se poursuit et gagne même en intensité. Dépassé par les événements, le Marzen a recours à des pratiques habituelles visant à réprimer et bâillonner toute voix libre s'élevant contre l'injustice et la corruption ou appelant au changement de régime. Kherdin Batash. Embrasement général au Maroc. Le régime du Marzen perd le contrôle et plonge le pays dans l'agonie face à la jeunesse qui s'insurge. Partout, la mobilisation qui a commencé sous le mouvement Génération Z 212 prend de l'ampleur. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour le 4e jour consécutif afin de crier leur désarroi et dire stop à la dérive d'un gouvernement qui fait la sourde oreille à leurs revendications légitimes. La répression féroce avec laquelle le Marzen tente de stopper ce mouvement mène au pire. À Inzaken, par exemple, la situation dégénère et les affrontements éclatent entre la police et la gendarmerie royale qui font systématiquement usage de la violence. Nous sommes sortis pour réclamer nos droits légitimes, mais nous avons été rejetés et réprimés. Je m'excuse, je suis épuisée de courir. On ne nous donne plus le droit de marcher sur la voie publique. Nous ne savons pas pourquoi nous avons été réprimés alors que nous étions pacifiques. Nous avons été poursuivis par la police et nous n'avons pas le droit de nous tenir debout dans les lieux publics. Au Palais Royal, le silence est assourdissant. Le roi Mohammed VI est encore une fois absent et ne daigne pas s'exprimer. Le chef du gouvernement Aziz Akhnouch se mure également dans le silence alors que la mobilisation pourrait se poursuivre tout au long de la semaine. Les jeunes réclament des écoles et des hôpitaux. Ce qu'ils demandent n'est pas impossible, ce sont des nécessités au Maroc. Comment les autorités ne le comprennent-elles pas? Où est le gouvernement au milieu de tout ça? Où est Akhnouch, lui qui ne fait que parler? Les jeunes ont des exigences vitales pour le Maroc, en particulier en matière d'hôpitaux et d'écoles.
De nouveaux sit-ins étaient annoncés ce mercredi à partir de 18h à Rabat, Casablanca, Tanger, Inzaken, Tétouan, Fès, Meknès, Bni Mellal, Oujda ou encore Marrakech. Ces derniers jours, plusieurs villes marocaines ont été le théâtre de manifestations réclamant de meilleurs services publics, la création d'emplois, une lutte effective contre la corruption et un soutien social qui ne se limite pas aux projets liés à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Lors des manifestations, les participants ont scandé des slogans exigeant des réformes dans le secteur de la santé et de l'éducation, refusant que les projets liés à la Coupe du Monde 2030 soient prioritaires. Nous ne voulons ni football ni rien d'autre. Si le football avait été bon pour nous, cela ferait longtemps qu'il aurait été mis en place et qu'il aurait profité à la jeunesse. Nous voulons la santé. Nos parents en souffrent. Otage d'un régime autoritaire et sans pitié, le peuple marocain refuse de se plier à la loi du fait accompli, porté par une machine répressive au service d'une caste qu'il accuse de corruption et de trahison, faisant du pays un no man's land des droits de l'homme. Un aveu d'échec de la politique du gouvernement, c'est en ces termes que la coordinatrice nationale de la direction collective au secrétariat général du parti marocain Authenticité et Modernité, Fatima Zahra El-Mansouri, a qualifié la violence de la répression au Maroc, affirmant que les revendications des manifestants étaient légitimes et que le gouvernement ne pouvait pas mentir aux Marocains et dire qu'il résoudrait les problèmes une fois pour toutes. وما تنقولوش نجحنا كون نجحنا كون ما غاديش نسمعوا اليوم هاد الاصوات. On ne peut pas dire que nous avons réussi. Si c'est le cas, nous ne nous entendrions pas ces voix aujourd'hui dans la rue, sur les réseaux sociaux. Nous ne ferions pas face à cette colère. Il y a des problèmes. Je suis moi-même une responsable locale et je reçois quotidiennement dans mon bureau des revendications relatives à la santé. Et c'est au tour du secteur pharmaceutique de se joindre à la dynamique de contestation au Maroc. La Confédération des syndicats des pharmaciens marocains a annoncé l'organisation d'un sit-in devant le siège du ministère de la Santé à Rabat le 23 octobre prochain. Les pharmaciens remettent en cause un système défaillant au bord de l'effondrement à cause de la politique du gouvernement qui pousse des milliers de praticiens et d'officines vers la faillite programmée. Direction Madagascar à présent, alors qu'à Antananarivo, la mobilisation a gagné en intensité. Les jeunes du collectif Génération Z, à l'origine des rassemblements, multiplient les appels à la solidarité en direction de leurs aînés et réclament désormais la démission du président. En France, je vous le disais en titre, l'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de mobilisation demain, faute d'entente avec le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Une manière de maintenir la pression sur le locataire de Matignon qui n'a toujours pas dévoilé la composition de son gouvernement. Imen Merad. La France se prépare à une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi 2 octobre. Suite à l'appel d'une large intersyndicale, au moins 240 manifestations sont prévues dans tout le pays. À Paris, le cortège promet d'être gigantesque et prévoit de faire le tour de la capitale. Une mobilisation qui fait suite aux désaccords persistants autour du budget 2026. Les syndicats dénoncent des coupes budgétaires, un gel des prestations sociales et une politique jugée pénalisante pour les salariés et les catégories les plus fragiles au profit des couches les plus aisées. Les répercussions se feront sentir dans plusieurs secteurs qui seront en grève. Le transport, des perturbations sont attendues dans les trains, le métro et les bus. De nombreux axes routiers pourraient également être bloqués. Quant à l'éducation, les écoles, les collèges et les lycées devraient être touchés par des fermetures ou des cours annulés. La fonction publique, le service administratif au ralenti, notamment dans les mairies et préfectures. Concernant la santé, plusieurs hôpitaux et centres de soins annoncent des grèves partielles, tandis que de nombreuses pharmacies pourraient rester fermées. Enfin,
Concernant l'énergie, certaines raffineries et sites stratégiques pourraient connaître des arrêts temporaires. Camarades, jeudi 2 octobre, on a une obligation de réussite. Il faut continuer crescendo et être encore plus nombreux et nombreuses que le 18 septembre. Soyons bien conscients que nous sommes en position de force. Monsieur Lecornu nous l'a dit lui-même, il est le Premier ministre le plus faible de la Ve République. Les grands patrons et les ultra-riches sont fébriles, vous l'avez vu. Le patronat parle même d'organiser des meetings et des manifestations alors que d'habitude il tire les ficelles tranquillement dans les coulisses. Nous sommes 600 000 syndiqués. Pas un seul syndiqué, pas une seule syndiquée ne doit manquer à l'appel le 2 octobre. Les autorités annoncent un dispositif de sécurité renforcé, notamment à Paris. Le 2 octobre sera donc une nouvelle étape dans l'escalade promise par les syndicats après le succès de la journée du 18 septembre avec un enjeu majeur. Un test pour l'exécutif français qui devra essuyer une nouvelle tempête populaire et une colère qui cible le haut de la pyramide gouvernementale. Je vous en parlais au début de cette édition. Les 27 dirigeants de l'Union européenne sont réunis ce mercredi à Copenhague. D'abord pour un sommet informel du Conseil européen, puis demain pour une réunion de la communauté politique européenne à laquelle participeront plus de 40 chefs d'État de toute l'Europe avec pour principal objectif ériger un mur anti-drone pour se protéger d'éventuelles attaques russes. Si nous sommes tous d'accord sur le fait que l'Ukraine est notre première ligne de défense, nous devons renforcer notre soutien militaire. C'est pourquoi nous débloquons aujourd'hui 4 milliards d'euros pour l'Ukraine. 2 milliards seront investis dans des drones et nous devons accroître la pression sur la Russie. C'est pourquoi j'ai proposé des prêts de réparation pour l'Ukraine sur la base des actifs russes immobilisés. Le shutdown fait son comeback aux États-Unis. Le pays est entré ce mercredi dans un blocage de son service public, ses services publics, une première depuis 2018. Faute d'accord au Congrès entre républicains et démocrates, le budget d'une partie de l'administration fédérale est désormais gelé. Safouane Ben Sabri. C'est officiel. Les États-Unis sont entrés en plein shutdown. Le texte proposé par les républicains qui aurait prolongé le financement de l'État fédéral jusqu'à fin novembre n'a reçu que 55 voix, loin des 60 nécessaires pour son adoption. Les conséquences directes de cette absence de consensus sont la mise au chômage technique de plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires, des perturbations des services publics et dans les marchés financiers. Les États-Unis n'avaient pas connu une telle situation depuis 7 ans. Lors du premier mandat de Donald Trump, les démocrates et les républicains se renvoient actuellement la balle, s'accusant mutuellement de paralyser le pays. Les républicains précipitent l'Amérique dans un shutdown, rejetant les négociations bipartites, promouvant un projet de loi partisan et mettant en péril, pire que tout, le système de santé américain. Il y a quelques instants, les républicains ont une fois de plus rejeté les propositions des démocrates visant à éviter un shutdown, à améliorer les primes d'assurance maladie et à épargner aux Américains la catastrophe d'une flambée des coûts de santé. Les républicains ont de nouveau bloqué ces propositions. La Maison-Blanche contre-attaque en déclarant « Les démocrates ont fermé les services de l'État » dans un message sur son site accompagné d'une horloge qui fait le décompte du blocage. Le vice-président J.D. Vance s'est dit mercredi prêt à négocier avec les démocrates, mais seulement après la levée du blocage. Négocier maintenant, c'est récompenser la prise d'otage, déclare Vance. Pour l'instant, les républicains proposent une simple extension du budget actuel jusqu'à fin novembre, tandis que les démocrates exigent la prolongation de programmes publics d'assurance santé pour les plus démunis. Et le président américain Donald Trump avait fait monter la pression en accusant les démocrates de vouloir tout fermer en raison de leur refus d'accepter le budget voulu par les républicains et en assurant que la situation pourrait avoir de graves conséquences.
Eh bien, les démocrates veulent le fermer. Donc, si on le ferme, on doit procéder à des licenciements. On licencierait donc beaucoup de gens qui seraient très touchés. Et les démocrates, ils seront des démocrates. Comme vous le savez, nous, ce pays, aucun pays ne peut se permettre de payer les soins médicaux des immigrants illégaux pour tous ceux qui y arrivent sur notre territoire. Et c'est ce qu'ils insistent. Et évidemment, j'ai l'obligation de ne pas accepter cela. Cela va affecter tout le monde. Les États-Unis, où le président Donald Trump s'est exprimé hier depuis une base militaire en Virginie lors d'une réunion très peu commune, lors de laquelle le républicain a exhorté les plus hauts gradés américains à combattre l'ennemi de l'intérieur. Safouane Bessabri. Combattre l'ennemi intérieur, réveiller l'esprit guerrier américain, devant les hauts gradés de l'armée américaine, Donald Trump n'a pas fait dans la dentelle. Durant plus de 40 minutes, le président américain a abordé divers sujets. Quand il parle de l'ennemi de l'intérieur, c'est les migrants illégaux qui sont dans son viseur. Au cours des dernières décennies, les hommes politiques en sont venus à croire que notre tâche consistait à surveiller les conflits du Kenya et de la Somalie, alors que l'Amérique était envahie de l'intérieur. Nous sommes envahis de l'intérieur. Ce n'est pas différent d'un ennemi étranger, mais c'est plus difficile à bien des égards parce qu'il ne porte pas d'uniforme. Au moins, lorsqu'ils portent un uniforme, vous pouvez les éliminer. Ces gens-là n'ont pas d'uniforme. Sa décision de déployer des militaires dans plusieurs villes pour lutter contre la criminalité et l'immigration illégale a été très critiquée par l'opposition démocrate. Le président américain a aussi annoncé avoir signé un décret créant une force de réaction rapide qui permet de réprimer les troubles à l'ordre public. Cette force sera composée de militaires en treillis. Le chef du Pentagone, ministère de la Défense américain, désormais nommé ministère de la Guerre par Donald Trump, avait auparavant affirmé que l'armée devait tourner le dos à des décennies de déclin, dues, selon lui, aux politiques de diversité. Les secours ont relevé à 69 morts le bilan d'un violent séisme aux Philippines et les blessés afflués au lendemain d'un tremblement de terre de magnitude 6,9 qui a frappé l'archipel quelques jours après des intempéries meurtrières. Ça s'est vraiment effondré. C'était comme bam. Et puis l'autre côté de notre bâtiment s'est effondré. Heureusement que tout le monde était dehors. Nous sommes toujours inquiets car il y a encore des répliques. On ne compte plus le nombre de répliques que nous avons subies car elles sont nombreuses. Et c'est comme ça depuis hier soir. Je n'ai même pas encore réussi à me reposer. Et parlant énergie, le comité ministériel conjoint de suivi JMMC de l'OPEP, OPEP+, a souligné ce mercredi que la grande majorité des pays signataires de la déclaration de coopération avaient démontré un haut niveau de conformité aux engagements de limitation de production arrêtés pour le mois de juillet et août 2025. Le JMMC était réuni par visioconférence à l'occasion de sa 62e session, lors de laquelle l'Algérie était représentée par le ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arkaba. Dans l'actualité aussi, le ministre algérien de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, Saïd Saïoud, a supervisé ce mercredi à Alger le lancement d'un projet de partenariat et de coopération entre l'Algérie et le Centre international de développement des politiques migratoires en vue de renforcer les capacités dans le domaine de la gouvernance des migrations. La cérémonie de lancement de ce projet s'est déroulée notamment en présence de l'ambassadrice du Danemark en Algérie, Catherine Fromhoyer. C'est nous, c'est la Suisse, c'est les Pays-Bas qui sont les bailleurs pour ce projet très important. Je pense que c'est vraiment une bonne initiative et que l'Algérie joue un rôle très très important dans cette question dans la région. Et comme le Danemark, nous sommes vraiment très contents de développer ce partenariat avec l'Algérie
Nous ne sommes pas seulement le bailleur, c'est vraiment notre souhait d'avoir un partenariat plus profond avec l'Algérie sur la question importante de migration qui touche nous tous. C'est un phénomène global et il faut avoir des solutions globales et il faut coopérer pour vraiment essayer de résoudre ce problème. Et je vous en parlais au début de ce journal, la flottille globale Somoud, la flottille humanitaire donc, qui se dirige vers les côtes gazaouis, qui est d'ailleurs à quelques encablures des côtes gazaouis, se prépare à subir une attaque au moment même, quand vous pouvez le voir sur ces images, une attaque de navires non identifiés selon certaines sources. Des menaces avaient été proférées auparavant par l'entité sioniste pour que ces navires rebroussent chemin. Affaire à suivre. Donc voilà, retour donc aux images de la flottille globale Somoud. Les navires qui seraient en train de se diriger vers cette flottille humanitaire se trouveraient à quelques 3000 marins donc des navires humanitaires. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.